Bienvenue chez Cerveau Puissant, le podcast des phrases qui réveillent. Un espace où l'on parle de ce qui façonne une vie, des peurs qu'on dépasse, des mots qui sauvent, des chocs qui révèlent, des valeurs qui tiennent debout. Chaque semaine, je vais chercher la phrase fondatrice d'une personnalité, une phrase qui a construit, brisé, transformé ou sauvé. Parce que certaines paroles deviennent une boussole, parce que tout commence par une prise de conscience, parce que chacun porte en lui une lumière en attente. Et j'ai la chance d'être soutenue pour ce podcast par l'agence de communication Surf. Inès, je suis très heureuse de te recevoir. Tu fais partie de ces femmes dont la pensée dépasse les lignes. Ta voix éclaire les zones que l'on regarde trop vite, celles où le numérique, l'émotion ou l'humain s'entremêlent. Tu as fondé Digital sur the Planet. Tu as écrit Réparer le futur et tu es actuellement en train d'écrire 2 nouveaux ouvrages. Tu dialogues chaque jour avec des dirigeants, des chercheurs, des artistes pour comprendre ce que la technologie fait à nos vies et comment l'utiliser pour élever plutôt que pour user. Ce qui me touche chez toi, c'est cette manière de conjuguer la rigueur intellectuelle avec une grande délicatesse intérieure. Tu ne théorises pas pour impressionner, tu ouvres des chemins, tu offres un regard qui apaise autant qu'il bouscule. Je suis ravie que l'on prenne ce temps ensemble. Bienvenue chez Cerveau Puissant. Merci beaucoup Claire, ravie d'être là. Alors, on commence toujours ici par ce qui nous guide, par une phrase, un mantra, une intuition, une intention qui t'accompagne et qui influence ta manière de penser, de créer ou de décider. Peux-tu nous partager la première avec nous maintenant? Hem, il y a une phrase que j'ai beaucoup dite dans mon parcours, c'est: «Sur un malentendu, ça peut passer». Ça m'a beaucoup suivie, ça a fait rire beaucoup de mes amis, de mes proches. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi cette phrase? C'est qu'en réalité, les lignes ne sont pas définies à l'avance et tout peut se créer même au dernier moment, il suffit d'une personne, d'un détail, d'un dîner, d'un déj, d'une rencontre dans la rue, dans le métro, dans le train, et j'en ai fait l'expérience. J'en ai fait l'expérience. Enfin, ma vie est une succession de malentendus, j'ai l'habitude de dire ça et d'ailleurs peut-être qu'il faudrait dire de bien entendus. Mais ce que ça dit aussi, sur un malentendu, ça peut passer, c'est aussi élargir un peu le champ des possibles, ne pas se dire qu'on se lance que si on a des certitudes, d'accepter aussi que tout soit pas carré, tout soit pas nickel, mais on y va quand même. Alors oui, ça demande de prendre des risques, mais il y a 2 sortes de risques dans la vie et ça, beaucoup d'entrepreneurs l'ont déjà dit avant moi. Mais il y a les risques sécurisés et il y a les risques dangereux. Et c'est important de savoir faire la différence entre les 2. Mais quand tu sais que tu fais des risques plus ou moins sécurisés, je trouve ça très sain d'en prendre, voire même quotidiennement. Moi, je suis par exemple, dans un second souffle dans ma carrière. Je me réinvente. J'ai choisi de passer à de nouveaux projets, comme l'écriture de 2 ouvrages, la cybersécurité, et d'autres choses. C'est beaucoup de challenges, c'est énormément de peur. J'en dors parfois pas la nuit. Parfois, je parle toute seule dans la cuisine. Mon chéri, il passe, il me dit: «Tu m'as dit quoi?» Je dis: «Rien, je me parle à moi-même». Ça fait un peu la folle du bus, tu vois? Mais on assume et ouais, ça fait peur, mais en réalité, dans ce second souffle, j'ai choisi de faire quelque chose d'assez bateau qu'on lit partout sur Instagram ou ailleurs, c'est, «Change tes habitudes pour que ta vie change un peu» et c'est un truc que j'ai toujours lu un peu avec mépris, avec, tu sais, avec dédain, dans le genre: «Ouais, c'est quoi ces phrases à écrire sur un t-shirt?» Tu vois? Et j'étais un peu au bout du rouleau. Je me suis dit: «Tente un truc comme ça» et finalement, j'ai fait 2-3 choses que je ne faisais plus. Typiquement, pour donner un exemple, rencontre de nouvelles personnes, accepte de prendre des cafés. C'est un truc tout bête, avec des personnes que tu ne connais pas et même pas des personnes hyper influentes, hyper transactionnelles avec qui tout de suite, des gens qui peuvent répondre tout de suite à des enjeux. Non, heu, des gens qui ont rien à voir avec ton métier, qui a priori ne vont rien t'apporter sur le plan transaction. Et ben, ça a complètement c'est fou, hein, mais ça a changé mon quotidien, ma manière de créer, ça m'a débloqué plein de choses. Je me suis faite 2 nouvelles amies, mais des amies en profondeur, enfin vraiment, des filles qui comptent maintenant pour moi, pour qui je compte et waouh, la puissance de bouger d'un peu et sur un malentendu, en fait. Non, mais c'est complètement ça. D'ailleurs, c'est drôle que tu dises un bien entendu parce que très souvent, effectivement, quand on cherche pas grand-chose, on trouve beaucoup. Ouais, tu le dis mieux que moi. Et non, et en fait, quand on cherche trop précisément, on se trompe de quête parce que le détail est dans les hasards aussi et en fait, quand on croit trop savoir, enfin moi je dis souvent, tu suis ta quête
Hem, mais si tu es trop déterminé sur quelque chose de très précis, peut-être que tu te trompes parce que c'est beaucoup plus large que ce que tu ne crois et évidemment, tu le disais, c'est aussi ça le secret de l'entrepreneuriat, c'est de toujours se dire que peut-être la surprise ou l'échec ou l'attente, a peut-être une force créatrice. Ouais, c'est exactement ça. C'est, j'ai commencé ma vie, avec des projets qui n'avaient aucun modèle d'affaires. Je montais même pas un fichier Excel, j'y allais, je me disais: Pas le business plan, obligatoire normalement en entrepreneuriat. «Ouais, non, non», j'y allais sans, ça m'ennuyait profondément et je voulais pas. Aujourd'hui, je commence à le faire quand même. Maintenant, je fais plus ça parce que tu as la chance une fois, 2 fois, puis la troisième, ah, ça passe pas. Bon, bah, faut être un peu plus sérieux, mais une fois qu'on sort de ce modèle d'affaires qui est vraiment ta trame et quelque chose de très rigide, hein, tu peux pas faire dire autre chose à des chiffres, que ce qu'ils sont, mais tout autour, par contre, il y a beaucoup de liberté, de choses à faire, à reprendre et c'est à ce moment-là, quand, la réalité, te prouve le contraire, que tu peux revenir à ton fichier Excel et dire: «OK, non, ça, en fait, on va le faire bouger et c'est pas grave». J'y crois et j'y vais. Ce qui m'amène peut-être à mon deuxième mantra, c'est l'instinct. J'ai un rapport hyper animal à ma vie, à la vie en général. Hem, Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois pour le travail, par exemple, j'aime bien dire que je renifle. Il y a quelque chose de très félin, très très canin même, de renifler parce que je fais confiance à mon ventre, à ce qu'il me dit. Parce que je suis quelqu'un qui se laisse très vite charmer, je suis très sensible, aux compliments, par exemple. Non, non, mais pour ne pas, trop rire de ça, le cerveau peut nous dire plein de choses. On a envie de voilà, de croire ce qu'on a envie de croire et donc ça peut nous mener parfois sur des erreurs de casting, des erreurs de projet, des erreurs de chemin et en général, quand dès le départ, tu te dis: «OK, reste concentré sur ton ventre, sur ton instinct, qu'est-ce que ça te dit?» Moi, je me suis rarement trompée comme ça, ce qui est assez fou. Ah, c'est ce que j'allais demander. J'allais demander, est-ce que tu peux nous parler d'un moment dans ta vie où, il y a eu une erreur, il y a eu un échec, parce que ton instinct t'a fait défaut? Ah oui, 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 bah, j'ai travaillé dans l'art, pour une entreprise anglaise. Heu, C'était une entreprise pour laquelle j'étais cliente à la base parce que je collectionne, j'aime collectionner des œuvres d'art d'artistes. Une fois qu'on a dit ça, il faut pas nécessairement être millionnaire pour être collectionneuse d'art, hein. Il y a des œuvres, ça commence à quelques centaines d'euros et j'avoue que j'adore l'idée d'avoir une collection d'art à transmettre à mes enfants. C'est quelque chose de très beau et de très intellectuel pour moi. Une fois qu'on a dit ça, donc j'étais cliente de cette entreprise et finalement, je suis devenue la directrice générale pour quelque temps de cette entreprise en France. J'ai ouvert, la fondatrice m'a proposé de développer l'entreprise en France et je l'ai fait. Ça a été une expérience, challenging, qui m'a beaucoup appris, qui a même été dramatique, mais j'ai beaucoup appris et à ce moment-là, Dis en avec un petit sourire. ouais, je dis parce que ça y est, ça fait Ouais. il y a quelques années, on revient de tout. C'est ça qui est insupportable dans la vie, c'est qu'on supporte tout. Et et surtout que ça reste une expérience où j'ai beaucoup appris, j'ai déplacé encore plus mes limites. Ouais. Hem, des galères en tant qu'entrepreneur, on en rencontre tout le temps, tu vois? Là, j'en rencontre encore dans mes nouveaux projets en cybersécurité et je le vis hyper bien, de manière très sereine, même si c'est super dur, mais parce que j'ai déjà eu des galères, des montagnes insurmontables avant où je me suis dit: «Comment je vais faire?» Enfin, je me suis vue vider mes comptes en banque pour payer le loyer de personnes qui travaillaient avec moi, payer des frais d'avocat pour des personnes pour qu'elles puissent se défendre. L'argent que j'avais mis de côté pour mes enfants, hein, que j'ai complètement vidé et donc je suis dû repartir à zéro, mais parce que, bon, bah, j'assume les choix professionnels que je fais et dans mon instinct, je me disais: «Il y a quelque chose qui va pas». Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose que je ne lis pas chez cette personne et qui est en décalage entre ce qu'elle me dit, ce que j'ai envie de croire parce elle était très cette personne était très charismatique, elle était très séduisante et j'avais envie de me laisser charmer. Et puis moi j'aime les femmes quand elles sont entreprenantes, quand elles sont intelligentes, quand elles prennent des risques et j'ai voulu suivre son élan. Mais il y a quelque chose qui me disait: «Mmh, c'est peut-être pas l'endroit» et Tu aurais dû suivre ton j'aurais dû m'écouter. et après finalement, est-ce que, c'est pas ça fait pas partie de notre maturité d'humain, de justement en fait, enfin, même si on a un instinct surdéveloppé, on a besoin d'échecs, pour le de développer encore plus, pour l'aiguiser en fait. Enfin moi je me rends compte comme toi que l'expérience, m'a rendue beaucoup plus, intelligente et que c'est rare à 20 ans, c'est impossible de tout savoir.
C'est aussi ça ce qu'on appelle la sagesse, qui met toute une vie à atteindre, si on arrive à l'atteindre. Mais oui, complètement. J'ai eu la chance d'avoir de très beaux succès dans ma carrière. J'ai été multi-primée. Je pense que je suis une des femmes entrepreneurs dans la tech les plus primées de France et d'Europe. Hem, j'ai eu une ascension pendant plusieurs années qui ne décélérait pas. Enfin, c'était exceptionnel. Mais j'ai eu aussi des échecs extraordinaires, cuisants, des choses qui m'ont laissée à terre. Pendant plusieurs mois, où j'annonçais des projets que j'avais à cœur de développer qui sont jamais sortis. Donc à ça s'ajoute l'humiliation, la honte d'avoir à rencontrer des gens qui vont te dire: «Ah, ça en est où?» Tout en sa ils savent très bien que c'est nulle part parce que je l'annonce pas et donc toi, tu es là, tu essaies de broder, tu dis: et en fait, il faut assumer. Ça a été très dur pour moi d'apprendre à assumer, d'accepter d'être, de plus être cette personne qui enchaîne tout. Ouais. Voilà et de voir aussi d'autres femmes arriver, d'autres hommes arriver sur et donc ça t'oblige à l'humilité, donc si tu en as pas dès le départ, c'est compliqué, mais moi la mienne, j'ai dû là aussi la je me suis dit: «OK, il faut la creuser encore un peu là parce que ça pique» et et c'est OK et Qu'est-ce enf que c'est que l'humilité? Quelle est ta définition de l'humilité? ouais, l'humilité, c'est savoir qu'on est remplaçable vu qu'on apporte une goutte d'eau à l'océan. Et si tu l'apportes à l'essentiel, parce que tout le monde, si tout le monde se dit que c'est pas la peine, il y a rien, donc tu comptes. Mais il y a des gens extraordinaires et autrement plus extraordinaires que toi qui peuvent faire les choses. En tout cas, dans mon métier, c'est se rappeler tout le temps ça. L'humilité, c'est aussi se dire il y a aussi une humilité vis-à-vis de mes projets. J'ai des envies d'idéaux, j'ai des envies de changer le monde, mais c'est très arrogant en réalité et je les avais quand j'étais beaucoup plus jeune et heureusement ça m'a portée, ça m'a menée jusqu'ici et cette fougue, je l'ai toujours en moi. Je vois passer des trucs sur les violences faites aux enfants, j'ai envie de monter une ONG dans le quart d'heure en fait et ça me démange, c'est viscéral. Alors justement, Mais tu c'est m'as mais mais c'est une humilité de savoir que, tu pas, forcément la personne qui va être partout, sur tous les sujets pour tout protéger et de rester humble vis-à-vis de soi-même. En fait, non chérie, c'est bien que tu sois engagée, mais alors justement, moi, il y a quelque chose que j'aime chez toi, c'est et c'est un compliment, cette colère créatrice. Hem et souvent on dit alors moi dans ma carrière, on m'a souvent dit, «Oui, il faut pas être en colère, la colère est pas» mais moi je trouve que parfois quand on est en colère et révolté, il y a des choses, très positives qui sortent de ça quand on est humble. Est-ce que toi tu ressens aussi donc cette colère, est-ce qu'elle te porte? Est-ce qu'elle te permet de créer? Tu postes beaucoup sur des choses, on le sent d'ailleurs qui t'ont un peu dérangée. Là, tu es jeune maman, enfin tu es 2e fois maman, et ta petite a 3 mois et là je regarde, tu postes des choses, sur des faits, on va dire divers, c'est ça? Ou, sur l'allaitement, ouais, sur voilà. Non, mais est-ce que tu peux, enfin, c'est un peu une colère ou quelque chose qui te dérange et puis en fait tu laisses aller ta prose? oui, ouais, ouais, la colère, c'est un sentiment, c'est pas un sentiment négatif. C'est pas une émotion négative, c'est plutôt une émotion désagréable. Il y a pas d'émotion négative et la personne qui dit: «Moi, je suis jamais en colère», bah, elle m'effraie. Moi, je vais avoir tendance à me méfier d'une personne qui dirait ça. On a tous de la colère et c'est hyper important, c'est hyper sain de pouvoir l'exprimer. Après, ça dépend comment tu l'exprimes et une colère, ça se traduit. Donc comme tu le dis, ça peut se traduire en créativité. Moi, ça m'arrive souvent, mais je me suis vue, pleurer de colère pour des sujets, mais me retrou prendre saisir mon téléphone, écrire 10 pages Mmh. et ça restera en tant qu'écrivaine, ça restera, parmi les choses que j'ai le mieux écrit, dont je suis le plus fière. Tu vois? D'écrire quand tout va bien, quand je suis hyper zen, qu'est-ce qu'on s'ennuie, tu vois? Je relis, c'est l'enfer. Mais quand je suis révoltée, il y a quelque chose qui part du ventre et encore une fois, le ventre, j'y reviens souvent, en fait, c'est incroyable. J'ai jamais été autant dans la compréhension du foie, c'est bête, hein, mais tout ce que ça vient faire aussi dans ton cerveau, dans le soin de la peau. Enfin, j'ai pas peur de le dire, je suis un peu une intello dans mon parcours, mais je suis une nerd du skincare et de comment on préserve son capital, physique. C'est des choses qui me plaisent et donc le foie, c'est important. Le ventre, mais le ventre, c'est aussi important pour trouver, les mots justes, les émotions justes, les messages justes que tu as envie de faire passer. Donc la colère, non, quand j'écris sur l'allaitement, c'est pas tant de la colère qu'une aisance aujourd'hui à prendre du recul et en parler avec de la hauteur. Quand, je dis à cette serveuse qui me dit gentiment: «Vous savez, on a des toilettes», parce qu'elle me voit allaiter mon enfant, beh, ça me fait marrer de lui répondre: «C'est gentil, mais j'ai déjà fait caca».
Et en fait, moi, je trouve que c'est la meilleure façon de traduire une colère qui est: «Mais c'est quoi votre problème que vous avez à invisibiliser les mères? Pourquoi vous êtes tous en adoration devant le symbole de la mère, mais sa réalité, elle vous dérange. Un sein, ça vous dérange. Par contre, quand il vend un soutien-gorge à 70 balles ou 150 balles dans les abribus, ça ne gêne pas. Une paire de beaux seins. Par contre, quand c'est une paire de beaux seins calettes, d'un coup, c'est ah. C'est vrai. Et donc, moi, c'est ça que je questionne en réalité. La colère, je pense que sur ces sujets de société, je la dépasse un peu. Là, par exemple, il y a une de mes casquettes que je ne déploie, dont je ne parle nulle part, c'est le lobbying. Je continue de faire du lobbying. Ayant accompagné beaucoup de gouvernements sur des lois pour la technologie, j'ai gardé un carnet d'adresses assez important et j'accompagne des associations, des particuliers sur des gros sujets de fond quand on a besoin de faire passer des choses en force. Donc ça, c'est quelque chose que je fais peut-être presque de manière personnelle, c'est très intime. Et j'en parle pas aussi de manière stratégique, c'est parce que moins je le dis, plus je suis efficace. Moins on vient me chercher des poux, on ne sait pas sur quel dossier je travaille, etc. Bon, il se trouve qu'actuellement, je travaille sur un dossier de... J'accompagne 2 jeunes gens et qui se trouve qui ont vécu l'horreur absolue avec leurs parents sur le sujet des violences sexuelles. Je les accompagne avec une avocate et c'est dramatique cette affaire. C'est dramatique. Et là, oui, j'ai des colères. J'ai des colères parce que c'est des enfants qui me parlent, qui sont venus me trouver et qui m'ont pris comme tiers de confiance et qui m'ont dit: «On nous a conseillé de venir vous voir» Et pardon, mais quelle est ta position, quel est ton poste dans cette opération? Tu es conseillère? je les accompagne, je suis leur conseillère, je suis leur tiers de confiance neutre. Je les accompagne dans leurs rendez-vous d'avocat, D'accord. je les protège de la presse parce que c'est un gros sujet. Si ça sort, ça va être très brutal. Donc il faut les protéger aussi, il faut qu'ils soient souverains dans leurs décisions. C'est pas évident quand tu as vécu tout ce qu'ils ont vécu, quand tu as pas du tout l'expérience de la vie parce qu'ils ont 18 et 16 ans et donc voilà, c'est des choses que je fais à côté et ça aussi, ça tremble et surtout ça te calme tout de suite vis-à-vis de la colère par rapport à des sujets qui sont importants. Moi, ça me rend dingue le sujet du congé maternité. Déjà, pourquoi un congé maternité? Je pars pas en vacances, c'est pas un congé. Est-ce que tu te rends compte du travail que ça représente de garder en vie un bébé, juste ça, hein, après le rendre heureux, le rendre épanoui. Donc évidemment que c'est des sujets qui sont éminemment importants et qui mettent en colère, mais cette colère va toujours être traduite de manière concrète quand on veut entreprendre. Et moi, c'est un peu mon point. J'ai jamais été bonne pour aller taper du poing sur la table en manifestation. Et je peux me permettre ce luxe parce qu'il y en a qui le font et c'est essentiel. Je peux me permettre d'être dans l'action parce que la radicalité existe. Et ça aussi, c'est important. On a tendance à taper tout le temps sur les radicaux. Mais peu importe le sujet dans lequel on se trouve, c'est grâce aux radicaux qu'on peut paraître tempéré et donc faire avancer le schmilblick. C'est parce qu'ils sont là pour rappeler que mon comportement pourrait être pire. Je pourrais être beaucoup plus véhémente. Qu'on va dire, OK, on va parler avec elle parce qu'elle est plus posée. Ouais, je peux me le permettre. Bien sûr. Donc voilà, en fait, tout ça sont des ajustements constants. L'humilité, pour finir de répondre à ta question, c'est aussi se rendre compte que tu fais partie de- d'un maillage. En réalité, tu es interdépendante de ces femmes qui tapent du poing sur la table, qui vont crier dans les manifestations. Je vais être entre le sujet qui est important mais pas urgent. Non, l'urgence peut-être aujourd'hui, c'est de protéger nos enfants en France, où on a un énorme sujet, un énorme tabou sur l'inceste, hein, pour nommer les choses. Euh, et voilà, et l'humilité, c'est aussi de savoir que ça va pas changer de ton vivant complètement, mais tu as contribué. Et en fait, ça prend des générations pour faire évoluer la manière dont on vit notre réalité. Ouais, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu admires, le plus, en ce moment ou dans la vie de manière générale? En ce moment, j'apprécie beaucoup les gens qui ont la capacité de nuance dans leur réflexion. C'est trop facile de tomber dans des idées toutes faites, Ouais, très polarisées. Euh, l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, la capacité à écouter l'autre, même si on n'est pas d'accord.
Ça, ce sont des qualités qui me plaisent énormément. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui à composer avec des gens qui font l'économie de la réflexion, Mmh. de la pensée. J'ai vraiment envie de leur dire: «Concentrez-vous», en fait. Enfin, quand vous sortez Ah, des âneries, et puis surtout échangeons. et parlons, en Parce fait. que c'est comme ça qu'on pourra faire avancer les choses et si tout le monde reste obtus, chacun dans son coin, on sait ça où ça mène, en fait. Et bien sûr, et en fait, il y a aussi ce côté où on ne sait plus être dérangé par ce qu'on pense. En fait, on a peur d'être dérangé. Si tu vas me dire quelque chose qui va me mettre mal à l'aise, je suis obligée de t'en vouloir, de m'énerver, de dire: «J'ai plus envie de te voir». Mais en fait, attends, c'est quoi cette histoire? C'est normal depuis la nuit des temps qu'en fait, enfin, on peut être radicalement opposé sur un sujet. Ça m'énerve, ça va t'énerver, mais en fait, il y en a un million d'autres à côté où on est complètement d'accord. Et en fait, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, je sais pas, on est complètement opposés sur le plan politique, mais par contre, préserver nos enfants, on va être d'accord et on sera au coude à coude pour aller les protéger. Et en fait, c'est ça qui me plaît, c'est, essayons de regarder là où, en fait, on est d'accord, et puis sur le reste, venez, on essaye de faire quelque chose à moitié-moitié, en fait, à mi-chemin. Donc ça me plaît beaucoup. Hem, Dans un monde aussi qui est dans le monde de l'apparence et d'être intéressant à tout prix, je suis très séduite par les personnes qui ne paient pas le prix de leur authenticité pour exister. Hem, des personnes qui acceptent de dire non, même quand ça va contre leurs intérêts, mais parce que plus tard ça revient, et qui font le pari aussi d'eux-mêmes. Hem Et je suis très séduite dans un monde où il faut être absolument intéressant, par les gens qui s'intéressent aux autres, qui font aussi ce choix-là, plutôt que Pensez qu'à eux. de ne parler que d'eux comme je suis en train de le Ah, faire. on pas du tout là, che du gardavi, surtout pas du tout. Ma prochaine question, c'est: Inès, d'où vient ton courage? Tu Waouh! tu dans chacune, de et j'inviterai évidemment, les auditeurs à regarder, ta grande carrière. C'est vrai que chaque chose que tu fais, c'est avec passion, c'est avec courage. Tu l'as très bien résumé, des succès, heu des choses dans l'ombre. C'est vrai que et là où je te rejoins, c'est que c'est très important et on le voit chez tous les leaders et beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pro bono, il y a beaucoup de choses qui sont faites, dans l'entraide pure et dure. Il y a des choses où on peut pas qui sont trop dures pour en se servir des plateformes de communication sur lesquelles tu excelles, mais il y a des choses qu'on peut pas tout dire non plus. Enfin, en tout cas, Non. sur les réseaux, on peut dire ce qui te concerne toi personnellement, mais tu ne peux pas dire, des confidences et des choses que tu vois qui ne t'appartiennent pas. Et tu es extrêmement courageuse. D'où cela vient-il? Est-ce que le courage est quelque chose d'inné? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver au cours d'une vie? Hem, C'est très gentil, c'est un beau compliment, que de me dire que je suis courageuse. Le courage, moi je pense. Je pourrais pas te dire parce que c'est même pas tant le milieu d'où l'on vient. En fait, je pourrais te dire que j'ai dû aussi gagner, ma place, mais en fait, c'est pas vrai. Je sais qu'il y a plein de personnes qui aussi je connais des personnes qui ont eu la chance d'être bien nées et qui, se donnent les moyens de faire des choses extraordinaires et d'être là au bon endroit. Donc j'ai pas envie de rentrer dans un discours classiste. Hem Bien que ça doit aussi, venir un peu de là, mais je pense sincèrement que je suis très inspirée aussi par la nouvelle génération. Ça donne beaucoup de courage de voir la manière dont il y a de moins en moins de compromis qui sont faits. Il y a une vraie recherche. Moi, j'entends, les jeunes sont incultes, ils font pas attention à ce qu'ils lisent, ils consomment n'importe comment. C'est pas complètement vrai. Moi, je pense qu'on prend une minorité, et on extrapole. C'est un peu ce qu'on fait avec, certaines communautés en France, par ailleurs. Moi, je trouve que la jeunesse, elle est vachement informée. Elle se bat pour ce en quoi elle croit, et ça me donne beaucoup de courage. Moi, quand je vois, ces 2 jeunes personnes dont je t'ai parlé juste avant, qui font un sacrifice incroyable pour faire exister la vérité. Il se trouve que plein d'autres enfants sont concernés par cette affaire. Donc ils font ça aussi pour les autres enfants. Ils vont taper aux portes pour retrouver tous les enfants. Comment tu veux pas être courageuse quand et puis quand tu as des enfants, moi j'ai enfin, quand tu aimes tes enfants, moi je suis obsédée par l'exemple que je vais leur donner. Je sais à quel point c'est structurant. Voilà. Après, ce que je suis courageuse, c'est pas une qualité en soi innée. Je pense pas que c'est parce que tu es courageuse. Comme gentille, en fait, je suis aussi capable d'être méchante comme tout le monde, et par moments, je suis lâche. Et ouais, le courage, ça se regagne tous les matins.
Tout à fait. Mmh. Que fais-tu quand, ou quel conseil peux-tu donner quand tu es dans un moment de doute? Une journée, un matin, doute qui quand même, et c'est sûr, nous, enfin nous est très souvent là. Est-ce qu'il est plus là qu'avant? Ça, je sais, mais ce qui est vrai que c'est qu'on a beaucoup de retours aujourd'hui sur, le doute, la solitude, comment être positif tout le temps? Quel est ton conseil? Ouais, le doute, moi, c'est mon meilleur pote, le doute. Ça, c'est ton meilleur ami, j'en étais sûre. Ah, je doute tout le temps, mais et puis il y a des moments, il faut l'envoyer valser, en fait. Je veux dire: «Tu m'ennuies, va-t'en» et tu lui mets un coup de balai et puis tu fonces, quoi. Mais le doute, c'est terrible, ça tue plus de projets que l'incompétence, le doute. C'est Moi, je me vois encore, ne pas faire des choses, dont j'ai très envie parce que j'ai peur de pas y arriver, je doute de ma pertinence. À chaque fois que je termine, j'ai donné peut-être j'ai donné plusieurs centaines de conférences et dans le monde entier. J'ai fait le tour du monde pour parler. Il y a pas une fois où je monte sur scène et où je descends en me disant: «Oh, c'était nul, ils se sont ennuyés, j'ai raconté n'importe quoi, c'était pas intéressant» et à chaque fois, les retours sont les mêmes: C'était très riche, c'était passionnant, faut revenir, tout le monde a adoré» et moi, je suis: «Ah bon?» Tu sais? À chaque fois, je doute de moi en permanence et j'ai pas plus tard qu'il y a 2 jours, je déjeunais avec des femmes d'affaires et qui me disaient: «Mais en fait, vous êtes hyper timide». Nous, on se disait: «Mais comment cette nana fait?» On vous voit, on se dit: «Mais j'aimerais avoir le quart de son assurance». Mais en fait, non, non, je une grande introvertie et le rire, l'humour, l'autodérision, c'est des choses qui me sauvent. Je suis très bavarde quand je pars en vrai. Il faut me faire taire, en fait, hein, parce que je parle beaucoup pour masquer le fait que je ne sais pas quoi dire. Hem, Moi, je pense que le doute, il faut bien se traiter et une des manières de bien se traiter et pardon, j'ai peut-être redit la même chose que plein de gens qui sont déjà passés à ce micro, mais bien s'entourer. Ça, Mais on adore. Plus on va répéter ouais, en fait, les tous ensemble les mêmes choses, et plus peut-être qu'à un moment tu as raison, voilà, ça rentre. et il y a une tolérance zéro pour l'entourage qui ne nous tire pas vers le haut, qui nous garde, vers le sol et même si c'est des gens parfois c'est difficile, parfois c'est des gens c'est une sœur, c'est un frère, c'est un parent, et on peut pas juste dire, «Je ne veux plus de toi dans ma vie», mais de dire: «En fait, cette partie-là de toi, elle me va pas». Moi et je dis ça, c'est pas ça peut être un peu instagrammable ce que je viens de dire, mais moi je l'ai fait vraiment avec une personne de ma famille. Personne de ma famille dont pour laquelle je me suis posé la question: «Est-ce que je la sors de ma vie?» En fait, c'est pas possible. Enfin, moi, j'y arriverai pas, mais par contre, je lui ai dit. J'ai dit: «En fait, maintenant, on va plus faire comme ça. Maintenant, voilà les règles et soit on fait plus». Et il y a eu un temps d'adaptation. C'est pas évident, hein, d'entendre ces choses-là, surtout d'une personne qui a jamais rien dit. Mais aujourd'hui, j'ai jamais été aussi bien avec cette personne de toute ma vie. On a déplacé la relation et encore une fois, on revient au truc, il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. À côté de ça, il y a un royaume où on s'éclate à 2. Vous entendez? Merveilleux. Quel est le futur dont tu rêves? Ah, un futur où les femmes sont respectées, où les enfants sont en sécurité. Pardon, ça va être très basico-basique, mais déjà si on a ça, le ciel me rappelle quand il veut. Écoute, Thèse, je crois que merci en tout cas pour toutes ces inspirations. Merci à toi. J'aurais envie de te poser encore 1000 questions. Moi, j'ai envie de t'en poser 1000 aussi. Mais écoute, on se fera des Ouais, interviews. mais si tu cherches une personne pour t'interviewer sur Cerveau puissant, je viens. Avec plaisir. Mais merci 1000 fois, Merci à toi. et tu reviendras vite. Avec joie. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Soutenir Cerveau Puissant et suivre toutes les actualités, les échanges à venir et les contenus que je prépare pour continuer à nourrir ce qui fait vraiment la différence.